Mesdames et messieurs, l'heure est grave, je dirais même gravissime. J'ai depuis longtemps érigé en principe de rendre ma parole aussi rare et précieuse que possible, comme le font les grands de ce monde. Bref, je ne parle pas pour rien dire, ce qui me fait ceci dit une différence avec Macron. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est pour une affaire de la plus haute importance. Si j'interviens aujourd'hui, c'est pour répondre à une vidéo de Christophe Grosse-Souplon, un énième chercheur de vérité comme on en trouve tant sur YouTube, qui nous a commis une vidéo intitulée « Attentat mon œil ». Dans cette vidéo, l'auteur y remet en question la version officielle de l'attentat qui a eu lieu successivement sur les communes de Carcassonne et de Trèbes le 23 mars 2018. Cette vidéo, pour votre gouverne, a tout de même fini dans les 40 premières tendances sur YouTube, ce que je trouve personnellement assez grave compte tenu de la thèse qui défend son auteur. Donc sa thèse, c'est qu'Arnaud Beltrame n'est pas mort. Le cercueil était vide, ou du moins, peut-être pas vide, mais en tout cas, vide d'Arnaud Beltrame. Ça me surprend tout de même car je ne pensais pas que de telles affirmations pouvaient avoir autant d'audience sur YouTube et que YouTube, pourtant toujours si prompt à censurer la moindre vidéo sur laquelle on pouvait trouver un morceau de musique copyrightée, laissait ici cela complètement passer. Bizarre, n'est-ce pas ? C'est pourquoi, moi et mon pulvaire avons décidé de passer en revue les différents arguments utilisés par ce Christophe Grosse-Souplon pour soutenir la thèse selon laquelle, je le rappelle, Arnaud Beltrame ne serait pas réellement mort. Et je vous préviens les amis, accrochez vos ceintures parce qu'on a affaire avec lui à un maître sophiste. C'est parti. Citer un grand auteur, c'est pas cher payé pour avoir l'air cultivé. Ben, infodébat. Alors pour commencer, je pense qu'il convient de dire que nous n'avons pas ici affaire à un individu très sérieux. Déjà, il n'est même pas capable de se souvenir du lieu où s'est déroulé l'attentat. Je vais me transformer un peu en Colombo suite à cette histoire d'attentat de Carcassonne et de Thèbes qui vraiment me... C'est Thèbes, non, je sais plus. Oui, en l'occurrence un Colombo qui a quand même oublié le nom du lieu où s'est déroulé l'attentat, puisque ce n'est pas à Thèbes, mais à Trèbes. Même si c'est vrai qu'il y a aussi une ville en France qui s'appelle Thèbes. Et puis bon, pour info, Colombo, ça s'écrit pas comme ça. Enfin, ça dépend si tu parles du Colombo de poulet ou du Colombo le poulet. On le voit également hésiter et ne plus se souvenir du nom du gendarme qui l'accuse de ne pas être mort, lequel s'appelait en l'occurrence Arnaud Beltrame. Comment il s'appelle là, le lieutenant-colonel Mike, que tout le monde nous présente comme un héros. Et puis, autre élément important, dans sa première vidéo, il nous dit que Arnaud Beltrame était un haut franc-maçon, avant finalement de revenir là-dessus dans une troisième vidéo, où il n'est plus si sûr que cela, qu'Arnaud Beltrame soit un haut franc-maçon, mais voilà, il dit simplement que c'est juste un franc-maçon, mais pas forcément un haut franc-maçon. Parce qu'il y a quand même de l'importance dans la théorie qu'il développe. Mais bon, on n'est pas à une contradiction près. Ce héros, entre guillemets, était haut franc-maçon. Ou en tout cas franc-maçon. Alors je sais pas vous, mais personnellement, si j'affirmais des choses aussi extraordinaires que lui le fait, j'essaierais d'être quand même un petit peu plus assuré de ce que je dis. Mais bon, après, manifestement, ça n'a pas l'air de déranger son public, lequel boit ses paroles. Mais le plus amusant dans cette vidéo, ce n'est pas justement la vidéo en elle-même, mais plutôt la section commentaires où une armada de complotistes va, tout en se croyant très pertinente, nous ressortir tous les poncifs de la pensée complotiste. Du genre, plus un mensonge est gros, plus il passe, ou la vérité n'est jamais aussi bien cachée que lorsqu'elle est mise en évidence, bien sûr. Eh bien, la section commentaires de cette vidéo, ça n'est que ça. Vers le début de sa vidéo, la première en tout cas qui traite de ce sujet, il nous explique que l'un de ses amis l'a bloqué sur Twitter. Son ami, nous dit-il, fait partie de la communauté gay. Bon, je vois pas trop ce que ça a à faire là-dedans, si ce n'est que ça lui permet peut-être de dire qu'il est tolérant. Et j'ai un de mes copains qui était complètement silencieux depuis mon départ, qui est un garçon du milieu gay que j'aime beaucoup, qui s'est mis à... Bon, il a contesté sur... Puis comme je savais qu'il se plantait, j'ai contesté la contestation, bloqué, il m'a bloqué, c'est dingue. Hein. C'est surtout le signe que je tape juste. Alors j'ai envie de te dire, effectivement, ton ami t'a bloqué. Et il t'a bloqué certainement parce que ce que tu disais le dérangeait. Mais ce n'est pas parce que ce que tu disais le dérangeait que forcément ça veut dire que ce que tu disais, c'était la vérité. Il y a aussi des gens qui nous dérangent parce qu'ils disent de la merde. Certainement, ce que je dis te dérange, et pourtant, je suis sûr que tu es persuadé que ce que je dis ici, ce sont des mensonges, étant donné que je n'ai pas de doute sur la mort d'Arnaud Beltrame. C'est là un élément extrêmement présent dans la rhétorique complotiste, de dire je dérange, on veut me faire taire parce qu'évidemment je dis la vérité. Notre ami Christophe se place d'ailleurs d'emblée dans la position de celui qui est simplement là pour éclairer les autres, pour leur donner une connaissance qu'évidemment ils n'ont pas. Et oui, vous êtes dans l'obscurité, lui, il est dans la lumière. Ce que tu nous fais là, Christophe, ça s'appelle un sophisme, c'est-à-dire un raisonnement qui a l'apparence de la rigueur, qui a l'air logique, mais qui ne l'est absolument pas. Est-ce que si on me bloque, ça veut forcément dire que je dis la vérité ? Non, peut-être qu'on me bloque
parce que je débloque. Après cela, il nous parle du fait qu'Arnaud Beltrame était franc-maçon, ce qui veut bien sûr dire que s'il l'était, c'est évidemment que la franc-maçonnerie est derrière tout ça. C'est en tout cas comme ça que ça se passe dans sa tête, hein. J'aimerais pas y être personnellement, mais bon. En fait, si je comprends bien, il suffit de regarder pour chaque attentat s'il n'y a pas au milieu de celui-ci, peut-être par hasard, une victime qui soit juive ou franc-maçonne. À partir du moment où c'est le cas, en suivant cette logique, on peut donc parfaitement affirmer, sans preuve bien sûr, que l'attentat a été perpétré en sous-main par les sionistes ou les francs-maçons. C'est pas rigoureux ça, Christophe. Tu prends plus soin de ta barbe que de ta logique, attention. Quelle preuve apporte-t-il finalement que l'attentat a été ourdi, je dis bien ourdi, par les francs-maçons? Absolument aucune. Bizarre, bizarre, n'est-ce pas? Ouais, après il suffit pas non plus de répéter bizarre, bizarre, bizarre pour que les choses le soient réellement. D'ailleurs, si tu veux vraiment savoir quelque chose que je trouve personnellement très bizarre, c'est l'utilisation faite du saxophone dans les années 80. Je confirme. Ça, c'est vraiment bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre. Alors oui, Arnaud Beltrame a bel et bien été franc-maçon, ça c'est vrai, c'est un fait qui ne laisse place à aucune interprétation. Et partant de là, Christophe nous affirme que les francs-maçons ont pour habitude d'orchestrer leur fausse mort. Alors bon, déjà, ça, il faudrait essayer de le prouver, et de le prouver d'une manière peut-être un petit peu plus rigoureuse que celle qu'il utilise dans la plupart de ses autres vidéos, où il utilise essentiellement des suppositions et des sophismes. Et puis, quand bien même cela serait vrai, pourquoi est-ce que ce serait le cas ici? Je pense que c'est pas le genre de choses qui révèlent à ceux qui sont en bas de la hiérarchie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je raisonnerais si je devais faire un complot. Moi, je réserverais plutôt ça à ceux qui sont en haut de la pyramide, sur le toit même de la pyramide, qu'on appelle aussi plus communément les francs charpentiers. Ce n'est pas parce que parfois, selon lui, certains francs-maçons orchestrent leur fausse mort que, pour autant, il n'y a pas de francs-maçons qui meurent réellement. Enfin, je pense. À moins qu'ils soient immortels. Hein? On part ici d'une information véritable qui, dans l'esprit de beaucoup, suffit à faire naître la suspicion. Évidemment, la franc-maçonnerie renvoie à tout un imaginaire relatif aux sociétés secrètes. Et ensuite, à partir de là, on va broder. On dit les francs-maçons font ci, les francs-maçons font ça. À chaque attentat, forcément, il y a des zones de flou. Il y a des choses que l'on sait et des choses que l'on ne sait pas. Et toute l'astuce de notre ami complotiste va être justement de capitaliser sur ces zones de flou qui, nécessairement, entourent n'importe quel attentat. Il n'y a pas de vidéo qui nous montre que le terroriste est mort, c'est donc bien sûr qu'il n'est pas mort. Ou peut-être qu'il n'a jamais existé. Il y a une vidéo qui nous montre le terroriste être mis à mort. Cette vidéo est floue, elle a sûrement été trafiquée. Ou bien elle ne nous montre pas tout. Et surtout, la question que cela pose, c'est de savoir quelle preuve il vous faut pour être enfin convaincu que ce malheureux gendarme est bel et bien mort. Le truc, c'est qu'avec ces gens-là, je suis sûr qu'on leur montrerait le cercueil ouvert, et ils continueraient encore de dire que c'est un mannequin, qu'il ne ressemble pas tout à fait à la photo. Bref, vous voyez l'idée. Ils prétendent combattre les croyances tout en étant eux-mêmes dans un système de croyances dont rien ne les fera démordre. Le fait est qu'ils ont envie de croire à leur complot. C'est tout. Et surtout, s'il y a encore des complotistes qui regardent cette vidéo, posez-vous la question de savoir ce à quoi mènent vos théories. Posez-vous la question des conséquences humaines qu'elles peuvent avoir sur les familles des victimes. Dites-vous que ce gendarme est mort, je sais pour certains ça va être difficile, et ensuite imaginez un petit peu les conséquences que cela peut avoir pour sa mère en deuil, le fait de dire que son fils qui s'est courageusement sacrifié, eh bien en réalité n'est pas mort. Eh oui, Arnaud Beltrame serait en réalité sur une île en compagnie de Michael Jackson, Elvis Presley et Tupac. Ce qui vient ensuite, comme très souvent chez nos amis complotistes, eh bien c'est le fameux non-argument de la numérologie. 2 x 3, ça fait 6, c'est étrange. Soit disant que tout serait déjà écrit dans les dates au seul prétexte que Christine Lagarde a eu, il est vrai, un discours assez surprenant pour une directrice du FMI sur le chiffre 7. Alors naturellement, à chaque attentat, nos amis complotistes vont décortiquer les chiffres et essayer de prouver qu'en réalité tout était déjà écrit. C'était d'ailleurs tellement écrit qu'ils ne sont jamais capables de donner exactement la date d'un futur attentat, ce qui pourrait être effectivement pratique pour montrer que la numérologie ça marche. Mais non. Jamais. Alors bon, je ne suis pas mathématicien, mais je pense qu'avec ne serait-ce que 3 ou 4 chiffres, il est possible d'en faire quantité d'autres, pour peu qu'on les manipule dans le bon sens, qu'on leur applique la bonne opération. On soustrait d'un côté, on divise de l'autre, on multiplie, etc., etc. Il suffit de regarder des chiffres et des lettres pour voir comment, en utilisant savamment des chiffres, on peut en obtenir quantité d'autres. J'espère en tout cas que cela seul ne suffit pas à emporter votre conviction, parce que sinon, les amis, elle n'est fondée sur rien d'autre que sur du vent. Ensuite, étant donné que ça ne va pas dans le sens de sa thèse, notre ami Christophe accuse Arnaud Beltrame de ne pas être un vrai catholique, au prétexte qu'il y a de faux dévots dans l'église catholique, des arsouilles comme il se plaît à les appeler. Il y a des arsouilles chez les catholiques. Alors oui, bien sûr, il y en a certainement, tout comme il y a aussi de prétendus chercheurs de soi-disant vérité qui en réalité ne profèrent que des mensonges. Il y a des gens très bien, mais il y a aussi des menteurs. Arnaud Beltrame était-il catholique? Ne l'était-il pas? Personnellement, je ne suis pas là pour sonder les reins et les cœurs et pour dire qui est catholique et qui ne l'est pas. Quand un curé vient nous dire qu'Arnaud Beltrame était un fervent catholique doté d'une foi
profonde, eh bien j'ai personnellement tendance à le croire. Et je ne vois pas de raison valable de rejeter par principe ce témoignage. C'est aussi valable pour les médecins qui ont raconté comment ils avaient tenté de sauver Arnaud Beltrame et comment ils n'y sont malheureusement pas parvenus. Témoignage que là encore notre ami Christophe met en doute au prétexte qu'un témoignage, ça peut s'acheter. Mais chéris, mais des témoins ça s'achète, surtout tiens, directeur d'hôpital je veux dire. Ok, mais dans ce cas, qu'est-ce qui te dit, cher ami complotiste, que les témoignages de gens qui disent que les francs-maçons ont pour habitude d'orchestrer leur fausse mort ne sont pas là aussi des témoignages qui ont été achetés? Après tout, ton argument de dire qu'un témoignage ça peut être payé, ça marche dans les deux sens. Bizarre, n'est-ce pas? Tout est bon pour discréditer d'emblée tout élément qui n'ira pas dans le sens choisi par les complotistes. Il ne suffit normalement pas de dire qu'un témoignage est payé pour d'emblée le discréditer. Encore faut-il le prouver. Notre ami instille donc le doute dans l'esprit des gens. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que l'on instille le doute dans l'esprit des gens que pour autant ce doute est réellement fondé. Surtout quand ce doute est sélectif et ne sert finalement qu'à renforcer les complotistes dans ce qu'il appelle lui-même un système de croyance. En l'occurrence, un système de croyance dans les théories du complot. Quand je dis que leur doute est sélectif, cela signifie que les complotistes vont être extrêmement suspicieux à l'égard des thèses officielles et à contrario extrêmement ouverts aux thèses officieuses. Alors à présent vient le moment de conclure et surtout pour moi le moment de trouver une punchline qui saura marquer vos esprits. Je crois finalement que ce ne sont pas les théories du complot qui posent réellement problème mais plutôt la disposition d'esprit dans laquelle se trouvent tous ces gens prêts à gober n'importe quelle théorie dès lors que le label télévision n'est pas apposé sur celle-ci. Finalement j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de ces gens qui se présentent comme des chercheurs de vérité, souvent adeptes d'une spiritualité New Age, il y a en réalité un énorme orgueil qui se cache derrière. Il y a le simple plaisir de pouvoir dire non mais attends, moi je crois pas à tout ça, moi je suis plus intelligent, je suis éveillé, je me pose des questions. Je suis pas comme toute cette masse, moi, à croire bêtement ce qui est dit à la télévision. Ils se trouvent ainsi dans une position où ils peuvent s'admirer et s'auto-congratuler d'être plus intelligents que la masse. Cela leur permet de se sentir supérieurs pour pas cher. Et tout en prétendant lutter contre les croyances dans lesquelles serait enfermée cette masse, ils sont eux aussi dans un système de croyances où par principe ils vont refuser ce qu'ils qualifieront de version officielle et seront prêts à adhérer aux versions les plus extraordinaires sans aucune preuve pour les soutenir. C'est ce qu'on constate avec notre ami Christophe, lequel commence par la fin, c'est-à-dire qu'il commence par la conclusion en disant d'emblée qu'Arnaud Beltrame n'est pas mort. Et ensuite, au fil des événements, au fur et à mesure que l'on apprenait des choses sur ce courageux gendarme et sur sa vie, ce cher Christophe nous fait de nouvelles vidéos où il a pu avoir le temps de piocher dans la vie d'Arnaud Beltrame les éléments qui l'intéressaient et qui allaient pouvoir abonder dans le sens de sa thèse. Ainsi, ce ne sont pas les preuves qui le conduisent à sa conclusion, mais sa conclusion qui le conduit à chercher sélectivement des preuves. Et moi, qu'est-ce que je fais, me direz-vous? Rien. Enfin, pas tout à fait rien, puisque déjà je commence par ne pas souiller la mémoire de ses victimes, à commencer par celle d'Arnaud Beltrame, quelqu'un qui, pour une fois, en ce XXIe siècle où les médias ont l'habitude de qualifier n'importe qui de héros, n'a cette fois-ci pas usurpé ce titre.